En dépit de l'euphorie qui succède à l'avènement de la République, le général Qassem sent la menace que font peser sur lui ses alliés d'hier. Qassem profite d'une opportunité pour régler ses comptes avec le plus puissant d'entre eux, le Parti communiste, lors d'un rassemblement pour la paix organisé à Mossoul, fief des nationalistes nassériens. La confrontation est inévitable et tourne au bain de sang. C'est pendant cette période de lutte fratricide que Saddam Hussein, âgé de 21 ans, liquide un cousin communiste suspecté d'avoir dénoncé un militant du Baas. Irakien d'origine palestinienne et proche conseiller de Saddam Hussein, Nassif Awad est un membre historique du parti Baas. La première fois que j'ai vu le camarade Saddam Hussein, c'était en 1964 à Damas. Ce fut une brève rencontre. Depuis 1959, il avait déjà fait parler de lui, en particulier lors de sa participation avec d'autres camarades à l'organisation de l'attentat contre Abdelkarim Qassem à Bagdad. La rue Al-Rachid, dans le vieux Bagdad, fut le théâtre de cette action héroïque du jeune Saddam. Elle sera l'un des temps forts d'une fiction de propagande exaltant les années d'apprentissage du futur maître de Bagdad. Saddam Hussein, blessé et traqué par la police, est contraint à la fuite. Ce sera d'abord l'exil à Damas, puis au Caire, où il séjourne pendant 3 ans. Il entreprend des études de droit, mais se consacre surtout à consolider ses liens avec les membres du Baas irakien en exil. Son charisme et son autorité en font leur leader, surtout quand il se rapproche de son cousin, Ahmed Hassan al-Bakr, un officier qui a participé au renversement de la monarchie. Pendant ces années, le général Qassem s'isole de plus en plus des forces qui l'ont porté au pouvoir. Intolérant vis-à-vis des partis politiques et de la hiérarchie militaire, aveuglé par l'ambition, il ne voit pas qu'une conspiration se prépare à l'abattre. Le 8 février 1963, la population apprend par la radio qu'un coup d'État pro-baasiste, dit révolution du Ramadan, a réussi sans que le pays ne sombre dans la guerre civile. Qassem est assassiné. Saddam Hussein rentre d'exil. Le colonel Aref prend la tête de la junte militaire, mais 10 mois plus tard, il évince les baasistes du pouvoir et procède à des rafles de ses militants. C'est de nouveau l'exil pour Saddam Hussein, pendant lequel il s'impose à la tête du parti Baas, qu'il restructure et radicalise. Il fait de fréquentes incursions en territoire irakien, mais malgré son instinct du danger, Saddam Hussein finit par tomber dans une souricière et se retrouve en prison. Mais la tolérance dont il jouit donne la mesure des réseaux qu'il a noués au sein même de la police et de la justice, où les membres de sa tribu sont nombreux et influents. Il apprend la préparation d'un nouveau coup d'État et avec la complicité de ses geôliers, il décide de s'évader. Au matin du 17 juillet 1968, les habitants de Bagdad découvrent qu'un coup d'État s'est déroulé dans la nuit, sans effusion de sang. Revêtu d'un treillis militaire, bien que n'ayant aucun grade dans l'armée, Saddam Hussein s'empare d'un véhicule blindé. Il fonce vers le palais, où il rejoint son cousin, le général al-Bakr.
chef du Baas et nouveau président de la République irakienne. Al-Bakr le nomme au poste clé de vice-président du Conseil de commandement de la Révolution. Saddam Hussein est alors âgé de 31 ans. Militant pro-nassérien, ayant quitté l'Irak en 1963, Kaïs Jewad est historien et dirige à Paris la revue Études orientales. Dès que le coup d'État bassiste de 1968 s'est produit, Saddam Hussein, bien que numéro 2 derrière le président Al-Bakr, était en vérité l'homme fort du pays. C'est lui qui décidait de tout dans le parti et dans le gouvernement. Et depuis ce temps-là, lorsque quelqu'un ose le contredire ou exprimer un désaccord, il l'élimine physiquement. Depuis le premier jour de la Révolution, depuis le coup d'État de juillet 1968, Saddam Hussein a éliminé des personnalités éminentes, y compris dans son propre parti. Cet homme a mis une main de fer sur la scène politique. Il a semé la peur dans le Baas, dans les autres partis et dans tous les rouages de la société. Le 27 janvier 1969, quelques mois après la Révolution, Saddam Hussein organise une sinistre mise en scène, la pendaison de 11 personnes accusées d'espionnage au profit d'Israël. Les images des pendus de Bagdad font le tour du monde. Un certain nombre d'études et de recherches ont été faites sur la violence propre aux Irakiens. Mais sans entrer dans des considérations de psychologie ou de sociologie, tous les partis politiques, que ce soit les nationalistes arabes, le parti Baas, le parti de l'indépendance ou le parti communiste, tous ces partis avaient des ailes militaires. Comme ces partis ne parvenaient pas à faire passer leurs idées par le dialogue, ils utilisaient souvent la violence, et cette violence, qui tenait lieu d'expression politique, est la seule responsable de tout le sang qui a coulé, la seule responsable de toutes les têtes qui ont été coupées et qui continuent à être coupées. Cette violence est la cause de la diffusion de la haine et du mépris au sein de la société irakienne. Dès le début de leur prise de pouvoir, Al-Bakr et Saddam Hussein sont confrontés à un problème récurrent dans l'histoire de l'Irak, celui des minorités et particulièrement des Kurdes. Fiers de leurs origines et farouchement ancrés dans leurs traditions, les Kurdes, depuis la fin de l'Empire ottoman, se sont toujours montrés rebelles au pouvoir central de Bagdad. De la monarchie à la République, du général Qassem à Saddam Hussein, se sont succédés des révoltes, dirigées par de grands chefs de tribus, comme Jalal Talabani et Mustafa Barzani, que les autorités ont toujours réprimés dans le sang. En 1969, le problème kurde était d'actualité. Les influences extérieures que subissaient les Kurdes créaient des problèmes, aussi bien pour eux que pour l'Irak. Saddam Hussein prit une initiative personnelle en tant que représentant du gouvernement, dont il était le vice-président. En fait, depuis la révolution de 1968, il en était la tête pensante. Donc, il alla voir Mustafa Barzani et lui demanda « Pourquoi fais-tu la guerre ?» Barzani a répondu « Nous voulons que l'État nous consacre un budget » et d'autres requêtes qui semblaient légitimes.
Saddam Hussein lui a répondu que ce n'était pas un motif pour s'entretuer. Vous devriez avoir votre autonomie, votre langue, conserver vos coutumes et vos traditions, une sorte de gouvernement régional qui protège vos intérêts. Et c'est lui qui proposa l'accord du 11 mars 1970. Mustafa Barzani n'a pas cru à cette proposition, mais ne pouvait pas la refuser. Donc, le décret du 11 mars a été annoncé par la direction du parti Baas et il a été décidé, avec Mustafa Barzani, que selon ce décret, la réalisation d'un État autonome démarrerait vers 1974. Malgré les déclarations d'une feinte amitié entre Saddam Hussein et Mustafa Barzani, l'accord d'autonomie du Kurdistan irakien n'entrera jamais en vigueur à cause de la méfiance atavique des Kurdes vis-à-vis de Bagdad. Le traditionnel cycle de violence ne fera dans les années à venir que s'amplifier. Depuis le forage du premier puits en 1927, le pétrole dont l'Irak possède d'énormes réserves est rapidement devenu la principale